Vous écoutez France Culture. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les matins de France Culture et bien sûr très bonne année de la part de tout France Culture à nos auditeurs, pour ceux qui sont en tout cas derrière le poste comme nous d'ailleurs, enfin devant ou derrière, je ne sais pas comment vous dites vous Coco. Bonjour Coco. Bonjour Marc, bonne année. Et oui, c'est un peu émouvant parce que c'est votre dernier jour ici. Et oui. La voix, The Voice de The France Voice. Culture. Vous nous accompagnez toute l'émission jusqu'à 9h et Oui. puis on vous retrouvera aussi pour tous vos aspects biographiques. Nous resterons discrets puisque vous serez ce soir chez Laurent Vous Goumard. entendez les aspects Au rendez-vous. Il n'y en a pas tant que ça. Vous serez accompagné par de grands spécialistes de la voix, Johanna Rivis, orthophoniste, chercheur au laboratoire Parole et Langage de Marseille, et puis Michel Schneider, faut-il le présenter, psychanalyste, écrivain, auteur de Voix du désir. C'est tout vous, ça. Publié chez Bûcher-Chastel. Et vous êtes en forme, hein? Et puis je vous laisserai travailler pour moi aujourd'hui. Oui, oui, voilà, d'accord. vous allez dire l'heure tout le temps, D'accord. voilà, poser des questions. Enfin, vous êtes un peu notre mascotte invitée du jour. Une voix pour toutes. Oh. Il est 6h30 minutes. France Culture, l'invité des matins. L'invité des matins, les invités des matins, maintenant vous le savez, hein, Coco Bonnier, voix de France Culture, qui donc, on peut le dire, s'en va aujourd'hui, c'est votre dernier jour Oui. à France Culture. Oui, tout à fait. Vous avez décidé de prendre, Ben, j'ai décidé de partir, voilà, la Oui. tangente. Oui. Voilà. de faire autre chose. De faire autre chose. Oui. Avec vous, Coco Bonnier, Johanna Rivis, orthophoniste. Bonjour Johanna Rivis. Bonjour. Chercheur au laboratoire Parole et Langage, directrice pédagogique au Centre de formation en orthophonie de Marseille. Il faut que j'articule ce matin. Auteur de La Voix et Soi, ce que votre voix dit de vous, aux éditions de Bouc. Et puis Michel Schneider. Bonjour Michel Schneider. Bonjour. Les braves du 1er janvier. Michel Schneider, psychanalyste, écrivain. On vous a notamment entendu un bel été sur France Culture nous parler de Marilyn. Et puis tout récemment, vous avez publié Voix du désir, Eros et Opéra chez Bûcher-Chastel en 2013. Alors, émission consacrée à la voix, dont on dit pour les gens de radio qu'elle est soit un instrument, soit un outil de travail. Vous écrivez, vous, Johanna Rivis, nous incarnons notre voix, à moins que ce ne soit le contraire. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que, en l'absence de la vision de l'individu, comme c'est le cas à la radio justement, votre voix devient vous-même. Et tout ce qu'on peut projeter sur votre identité, sur votre personnalité, vient simplement de votre voix, sans qu'on ait aucun indice visuel qui vienne nous apporter d'autres éléments. Et pourquoi, éventuellement, ça pourrait être quand même vraiment le contraire ? Le contraire. Oui, c'est ce que vous dites. Hein. Que nous incarnions notre voix et que la voix nous incarne. C'est, je pense... Parce que c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est dans cette idée que la voix peut représenter beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de notre personnalité et de qui nous sommes. La voix de la radio, selon vous, Michel Schneider, je vous ai vu un peu ému de savoir que c'était le dernier jour de Coco. La voix de la radio, alors la voix de, comme on le disait à une époque, il paraît que c'est plus chic de le dire, pas politiquement correct, la voix de la speakerine, c'est une voix incarnée ou pas ? Et vous dites ça devant Coco. C'est une voix incarnée, c'est une voix qui scande la journée des auditeurs d'une radio et qui est une sorte de point fixe. Il y a quelque chose d'un environnement premier, maternel, dans cette voix qu'on retrouve au fil des années. Cette voix unique, à la fois au sens singulière et c'est la seule qu'on entend faire ces transitions sur la chaîne. C'est quelque chose qui fait partie de notre monde à la fois interne et qu'on retrouve dans la radio. Quand vous faites ces sommaires et toutes les annonces depuis 20 ans Oui. sur France Culture Coco, est-ce que vous avez le sentiment d'essayer de faire passer quelque chose de vous-même ou au contraire de tout gommer et de n'incarner au fond qu'une voix qui incarnerait ce qu'on appelle la chaîne, puisqu'on vous appelle The Voice, la voix de France Culture? C'est pas du tout comme ça que je pense les choses. C'est-à-dire que c'est une question que je ne me pose pas. La question de ma voix, je ne me la pose pas. D'abord parce que je pense que l'effet qu'une voix produit, enfin l'effet que sa propre voix peut produire sur les autres, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. Enfin moi en tout cas, je ne comprends pas. Ce que les personnes peuvent me dire,
Je l'entends intellectuellement, je peux le comprendre, mais je ne sais pas, à la limite, je pourrais dire presque que je ne sais même pas que ça me correspond. Déjà. Alors, nous, justement, on s'attendait un peu à cette réponse. Je vous signale, Coco Baudier. Du coup, on a appelé David Le Breton, qui est souvent cité dans votre livre. Johanna Revís, anthropologue, sociologue français, spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain. Il est joint au téléphone par Amélie Perrault et on lui a demandé tout simplement de nous définir, selon lui, ce qu'est la voix de la speakerine. Une speakerine, ou un présentateur, une présentatrice de la radio, est un homme ou une femme qui nous accompagne au fil du temps. Un homme ou une femme sur lequel on fantasme justement à travers les maigres indices que nous donne sa voix. Une speakerine, c'est une sorte de présence invisible qui nous accompagne et qui peut parfois d'ailleurs jouer un très grand rôle pour des personnes un peu solitaires. Je pense qu'une speakerine est une sorte de fil conducteur d'une émission à l'autre, elle jalonne en quelque sorte le parcours du jour en donnant les principales émissions. Elle est donc une voix amicale en quelque sorte que l'on retrouve au quotidien, qui nous indique le chemin. Un article de Télérama disait de vous, Coco, timbre précieux de France Culture. Johanna Revís, la différence entre la voix et le timbre, c'est quoi? Et timbre précieux, ça dit quoi pour une orthophoniste spécialiste de cette question de la parole, des cordes vocales, du larynx? Donc la voix, c'est la sonorité en général. Le timbre, c'est ce qui va donner une couleur particulière à la voix. Donc on peut avoir des timbres qui sont plus ou moins riches, qui sont plus ou moins voilés, etc. Et donc en l'occurrence, en ce qui concerne la voix de Coco, elle a une voix qui est raisonnablement grave, ce qui va donner une impression de... Raisonnablement grave. Raisonnablement ça veut dire quoi? Là, je vois le psychanalyste de le sourcil. Déraisonnablement grave, c'est je dirais, l'expression de Roland Barthes, le grain de la voix. C'est ça le timbre, c'est le grain de la voix, c'est la matière d'une voix. Et moi, j'aime les voix qui ont un grain, si on peut dire, au sens familier du terme, c'est-à-dire où il y a quelque chose de la folie singulière qui s'exprime en même temps de façon contenue. Et le grain de la voix, ce grain de la voix, c'est quelque chose que l'on maîtrise. Vous dites que, au fond, la voix, notre voix, on l'apprend, on en joue, on est même malgré tout parfois amené à faire des imitations. Du coup, votre gros travail sur l'imitation, avec l'empathie, l'échange avec quelqu'un. Mais le grain, lui, est-ce que le grain, on le maîtrise ou il nous est tout simplement inné? Le grain est largement fixé par l'anatomie qui est la nôtre. La structure des cordes vocales, le volume et toute la structure des résonateurs qui sont au-dessus, donc toute la cavité buccale et les articulateurs qui vont fixer le timbre. Ce qui n'empêche pas d'être en capacité de le modifier quelquefois, mais à ce moment-là, c'est l'apanage des imitateurs et des gens qui le font à dessein. On peut tous jouer avec notre voix, on peut tous s'amuser à prendre une voix un peu plus voilée, un peu plus rauque, mais c'est difficile de s'écarter de notre propre nature pendant un temps relativement long. Pourquoi, selon vous, cela dit, ce thème de la voix nous fascine-t-il autant? Et surtout, pourquoi, selon vous, est-il si compliqué tout de même à décrire? Il est plus difficile, j'ai le sentiment, je ne sais pas, Michel Schneider, d'écrire sur la voix, on pourrait dire le son, que sur l'image ou que sur le texte. Oui, l'exposition qui a lieu en ce moment à la Voilà, Cité il faut le signaler, ça a démarré, une grande exposition. Est très, très passionnante parce que la voix, c'est quelque chose qui reste encore extrêmement mystérieux d'un point de vue scientifique, hein, beaucoup plus que les lois de l'optique ou la physique. La physique des sons est moins connue, et surtout dans ses aspects physiologiques et individuels, que la physique de l'espace. Donc il y a quelque chose dans la voix qui reste toujours de l'ordre d'un mystère de l'origine. Il y a quelque chose de l'origine dans la voix, de notre origine à tous. Il faut tout de même rappeler cette évidence qu'on oublie souvent, que le premier sens qui est sollicité in utero, dans le ventre maternel, c'est l'audition. On entend la voix de la mère à travers le corps, de l'intérieur du corps, avant de percevoir, évidemment, par la vue ou par les autres sens. Donc il y a cette emprise, cette empreinte première
qui fait qu'il y a quelque chose à la fois de très fort et d'inaccessible et d'incompréhensible dans l'empreinte que la voix exerce sur nos vies. Vous dites, Joël Darivis, que par exemple, vous n'êtes pas venu tout à fait à bout de vos recherches, qu'il vous faudra sans doute plus que votre vie tout entière pour essayer de comprendre encore des mystères de la voix. Mais quels sont donc ces mystères? Puisqu'on pourrait imaginer, à partir de l'observation, on va dire, clinique, médicale, ce que vous faites, vous expliquez au fond comment le larynx d'abord est le même pour tout le monde, filles et garçons, que du coup filles et garçons ont la même voix, jusqu'à la puberté, et qu'ensuite il y a des mécaniques, le larynx grossit je crois 3 fois plus chez l'homme que chez la femme, enfin bref, si je vous ai lu. Vous avez bien lu le livre, Ensuite tout ce processus, que reste-t-il de la part du mystère? Est-ce que c'est parce qu'on est coincé, et je parle aussi devant le psychanalyste, entre l'idée que la voix porte un discours, porte une pensée, et qu'on est tenté évidemment de juger une voix à l'aune de ce qu'elle profère? Ce qui m'intéresse, moi, c'est essentiellement la sonorité de la voix en tant que telle, même en dehors des mots qui sont prononcés. Et le grand mystère auquel l'ensemble de la communauté des chercheurs sur le domaine de la voix s'attelle, c'est cette fameuse question de l'empreinte vocale. Le problème, c'est que... le problème, et en même temps la merveille de la voix, c'est qu'elle est éminemment variable. On n'a pas une voix, on a 1000 voix. On peut changer de voix en permanence dans la journée parce qu'on ne s'adresse pas... On change vraiment de voix dans la journée? Oui, on change notre manière de produire la voix en fonction du contexte, en fonction de l'interlocuteur. On ne parle pas de la même manière si on parle tout seul dans sa salle de bain ou si on est dans un bar bruyant. On ne s'adresse pas de la même manière à notre enfant ou à notre patron. Et donc, notre voix est éminemment variable. L'empreinte vocale est une chose qui probablement existe. Il n'y a pas de raison que 2 voix soient identiques dans le monde. Mais le problème, c'est que ce caractère fluctuant, changeant, rend les mesures stables extrêmement difficiles à faire. Oui, c'est-à-dire que, Michel Schneider, comme l'écrit Joël Darivis, la voix est un processus de bas niveau au service de la pensée considérée comme supérieure. Il y a toujours cette tension entre le son et le sens. Quand on écoute un patient, on peut effectivement être uniquement sensible au sens de ce qui est dit, faire une interprétation, plusieurs interprétations, et on peut aussi être sensible au timbre, au rythme, à l'intonation. Si la même phrase, par exemple, le patient s'adresse à l'analyste qui est derrière lui, donc il ne le voit pas, il ne se voit pas, et il n'entend que la voix. Et le patient dit « Êtes-vous là ?» S'il le dit sur un rythme, disons un dactyle, « Êtes-vous là ?» ou s'il le dit sur un spondé avec 2 longues, est-ce que c'est la même chose? Le musicologue qui parle. Est-ce que c'est la même chose? S'il le dit avec un triple forté, êtes-vous là? Ou s'il le dit pianissimo, êtes-vous là? Ça n'a pas du tout le même sens. Ça peut être dans un cas angoissé, dépressif. Au contraire, la plénitude de l'être et de l'être ensemble. Il y a toute une... Les psychanalystes devraient être davantage musiciens au sens d'écouter derrière ou à côté du sens la texture même de la voix avec ce qu'elle dit et qui parfois contredit complètement le sens explicite de la parole. Parce que par exemple, si Freud avait plus aimé la musique, ça aurait contredit quelques-unes de ses théories. Vous revenez très longuement sur votre livre, sur Eros et Opéra, sur la détestation, mais peut-être, dites-vous, la crainte de la musique par Freud. La peur de la voix, la peur qui est celle d'Ulysse au chant 12 de l'Odyssée, quand il se bouche les oreilles avec de la cire et qu'il s'attache au mât pour ne pas céder au chant des sirènes. Freud était comme ça. Il disait, la musique pour moi est une chose, la musique, et qui est quand même à l'origine voix, la musique elle sort de la voix d'Orphée. La musique pour lui, il dit c'est absolument incompréhensible. Il cherche toujours le sens et il ne peut pas s'abandonner à ce qu'il y a dans la musique de matériel et de maternel aussi. Et de maternel et de castrateur. Pas de castrateur, c'est quelque chose qui comme dit Baudelaire, souvent la musique vous prend comme une mère. On peut l'écrire aussi avec un E à la fin. Il y a quelque chose d'un abandon à l'archaïque, au premier, qui fait très peur à Freud. Et c'est aggravé par le fait que les oreilles n'ont pas de paupières. On ne peut pas fermer ses oreilles. On peut fermer ses yeux. On peut hélas, on peut prendre la distance tactile vis-à-vis des choses. Mais les oreilles, on ne peut pas les fermer, ce qui permet d'ailleurs d'un certain torture de s'exercer cruellement. Brice Couturier, qui vient d'arriver, tout est chamboulé ce matin. Oui, j'ai une citation d'Henri Michaud là-dessus que j'aime beaucoup, c'est « Les oreilles chez l'homme sont mal défendues. On dirait que les voisins n'ont pas été prévus. »